Les couleurs, voilà ce qui nous frappe d'emblée lorsqu'on découvre la Chine. Notre œil est d'abord attiré par les teintes vives, ou plus subtiles. La couleur d'un fleuve, l'éclat d'une fleur, d'une sculpture, d'un monument, d'un costume traditionnel ou d'un objet précieux. Alors, pourquoi ne pas explorer la Chine à travers le filtre d'une couleur? Dans la culture chinoise, le vert est depuis des siècles le symbole de la tranquillité, de la fécondité, mais aussi de la jeunesse. Partons à la découverte de la Chine à travers la couleur verte. À 4 heures de voiture du trafic et du tumulte de Shanghai, se trouve la forêt de bambou d'Anji, surnommée l'océan vert. Sur 60 000 hectares, plus de 40 espèces différentes de bambous ont fait de cette forêt un véritable poumon vert pour la région. Le bambou n'est pas un arbre, c'est une graminée ligneuse qui possède des propriétés écologiques uniques. Il peut fixer 30% de plus de CO2 que les arbres feuillus. Il libère donc 30% d'oxygène de plus, ce qui a valu à la région le titre de région pilote pour l'écologie. La culture du bambou existe en Chine depuis plus de 7000 ans. Elle est profondément enracinée dans la vie quotidienne des Chinois. J'aime venir ici, dans la forêt de bambou. Je viens y chercher de l'air pur. C'est pour trouver ça que je viens de loin. J'aime le bambou pour sa couleur verte. En Chine, c'est une plante qui symbolise la vitalité. Depuis des millénaires, le bambou est une source d'inspiration pour les poètes chinois. En effet, le bambou pousse toujours plus haut vers le ciel. C'est une plante qui symbolise aussi une certaine intégrité morale. Liu Weng travaille dans cette forêt depuis 10 ans. Il a contribué à la reconnaissance de ce site auprès des touristes chinois. Avec ses équipes, il veille à l'entretien du parc. Il y a plusieurs tiges de bambou qui gênent le passage. On va couper celles qui sont en travers du chemin. Celle-là aussi est en travers, je vais la couper. Comme ça, ce sera dégagé pour faire un chemin. Tu peux commencer à couper cette tige-là.
Hé, regardez ce qu'il a trouvé. Ça, c'est des racines de bambou. Ça se mange, mais malheureusement, celles-là sont encore trop jeunes. On va s'en servir pour faire des paniers. On utilise le bambou pour faire du vin, des meubles, des vêtements, comme celui que je porte d'ailleurs. Tout est bon dans le bambou. Il existe plusieurs sortes de bambou. Cette variété s'appelle le bambou mozo. Ses tiges sont grandes et bien droites. Elles sont effilées. Nos bambous poussent tout seuls, mais nous surveillons leur croissance très tôt. Il faut environ 1 an et demi pour qu'ils atteignent cette taille. Le bambou est vert émeraude. Dans la tradition chinoise, le bambou fait partie des 4 plantes nobles. Les 4 plantes nobles sont le chrysanthème, l'orchidée, le prunier et le bambou. Dans la culture traditionnelle chinoise, le bambou est un symbole de vitalité et de longévité. Des qualités qu'on attribue en Chine habituellement à l'homme de caractère noble et exemplaire. Pour nous, le bambou est une plante très importante, car elle possède une forte symbolique. C'est une plante qui était autrefois très populaire chez les poètes et les lettrés. De nombreux poèmes et proverbes parlent du bambou. Le célèbre poète Su Shi dit « Mieux vaut manquer de viande plutôt que de vivre sans bambou ». Allez, on ramène ce beau bambou à la maison. La forêt d'Anji est la principale ressource économique de la région. Chaque année, 12 millions de tiges de bambou en sont extraites. Au nord de la province de Sichuan, sur le haut plateau tibétain se trouve la vallée de Jiuzhaigou. Elle doit son nom aux 9 villages tibétains qui y sont disséminés. Cette région reculée est habitée par des peuples tibétains depuis des siècles. Avant le milieu des années 70, ce site était peu connu. Depuis 1982, l'État chinois en a fait un parc national, ouvert au public. L'UNESCO l'a classé au patrimoine mondial. La vallée est particulièrement renommée pour la beauté de ses chutes d'eau et de ses lacs. Selon une légende tibétaine, un dieu offrit un miroir à la déesse qu'il aimait. La déesse laissa tomber le miroir qui se brisa en 118 morceaux, formant autant de lacs. Fu Yingyang travaille dans la vallée de Jiuzhaigou depuis qu'elle est ouverte au public.
Ce lac s'appelle le lac des 5 fleurs. L'eau reflète surtout des teintes de bleu. Et si on regarde plus au centre, l'eau prend des teintes de vert très différentes. Regardez dans l'eau, il y a de nombreuses sortes d'algues. Des algues à bords irréguliers, des algues vertes, qu'on appelle des chlorophytes, et des cyanophytes, qui sont des algues bleues. Il y a plus de 200 espèces d'algues. Alors même si l'on dit que ce lac est multicolore, la base de sa coloration reste le vert. La deuxième raison est liée au ciel. La vallée de Jusaigu est à cheval entre le plateau tibétain et le bassin de Sichuan. L'air y est très pur, il contient très peu de particules en suspension, quasiment pas de particules fines. Comme on dit chez nous, les lacs des hauts plateaux comme Jusaigu sont les fils de la mer. Regardez, là c'est du corail qui s'est formé sous l'eau. Et là c'est un arbre fossilisé qui a été enveloppé par du calcaire au fil du temps. Et il ressemble maintenant à des bois de cerf ou à des cornes de dragon. La coloration principale des lacs de Jusaigu s'articule autour du vert. Les 7 couleurs du spectre de la lumière du soleil, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge, traversent l'air pour arriver à la surface de l'eau. Dans cette eau, il y a très peu d'organismes vivants. Par conséquent, l'eau diffuse en priorité l'indigo et le violet, ce qui explique ce vert émeraude. Ce site touristique est le plus haut de la vallée. L'altitude ici est de 3102 mètres. Juste derrière nous se trouve ce site de haute montagne, d'où provient également l'eau qui alimente tous les lacs de Jusaigu. Ce lac s'est formé lors de glaciations quaternaires. Il s'étend dans une vallée en forme d'auge. Sous l'eau, il y a de nombreux courants. Toute l'eau qui circule à travers les roches karstiques alimente les lacs en aval. De tous les fils de la mer que l'on a vus, celui-ci est le plus grand et le plus haut. Sa couleur est très foncée. Au sud de la province de Sichuan, là où le climat est plus clément, des champs de thé s'étendent presque à l'infini. Le thé est né en Chine. Son existence remonterait à 70 millions d'années. Plus qu'une boisson, le thé est en Chine une institution. Il occupe une place centrale tant dans la vie quotidienne que dans l'agriculture du pays. Dans de nombreux villages, tous les habitants vivent de la culture du thé. Les plantations de thé se présentent comme d'immenses forêts composées de petits arbres, maintenus à 1,20 m environ par des coupes régulières.
Ils forment ce qu'on appelle une table de cueillette, qui facilite la récolte manuelle et favorise la croissance des bourgeons. Le théier étant un arbre à feuilles persistantes, la cueillette a lieu toute l'année. Mian Lin Chen est le propriétaire de ces plantations. Il s'est converti à la culture du thé il y a 20 ans. Dans ce champ, le sol est particulièrement adapté à la culture du thé. Un sol humide qui permet d'avoir des feuilles de très bonne qualité. Chaque année, les rendements sont très importants et ça permet de vendre les feuilles à un prix élevé. C'est pour ça que je demande aux cueilleuses de cueillir correctement les feuilles à chaque récolte. C'est la seule condition pour que ça marche. Regardez-moi cette belle terre. Vous voyez comme elle est humide? Eh bien, c'est pour ça que le thé pousse aussi bien ici. C'est grâce à la qualité de la terre. Je suis née et j'ai grandi sur ces terres. Toute ma famille cultive le thé. On travaille tous dans les champs de théiers depuis notre naissance. Le matin, on cueille les feuilles et l'après-midi, on va les vendre. C'est comme ça qu'on gagne notre vie chaque jour. Là, je suis en train de cueillir ce qu'on appelle des bourgeons à une feuille. On ne récolte que les petites feuilles. Les grandes, on n'y touche pas. Si on prend la partie inférieure de la tige, alors les feuilles de thé auront moins de goût. Quand on cueille les feuilles sur les bourgeons, on ne prend donc que les feuilles qui sont en haut et on laisse celles du bas. Plus on cueille, plus on gagne. Chacun gagne à la hauteur du travail qu'il fournit. Ça marche comme ça dans les champs. La récolte du printemps est la plus importante de l'année. Il y a beaucoup de travail. C'est le meilleur moment pour cueillir les premiers bourgeons. Alors on commence à 7 h du matin et on finit à 7 h du soir. Toute la journée sans s'arrêter. Si on travaille aussi dur au printemps, c'est que pour les cultivateurs de thé, c'est la saison la plus rentable. Il y a un proverbe chinois qui dit « Les profits de l'année se comptent au printemps ». Quand elles ont fini, je repasse derrière pour être sûr qu'elles aient bien cueilli toutes les jeunes pousses. Là, regardez, elles en ont oublié. Regardez cette tige, la feuille a déjà trop poussé. Si elles ne cueillent pas correctement les feuilles, c'est simple, moi je perds de l'argent.
Le thé, il faut le goûter pour savoir s'il est bon ou mauvais. C'est comme le bon vin. Le goût n'est pas le même selon la qualité du produit. Hong Kong. Cette ancienne colonie britannique est depuis 1997 rattachée à la Chine. Malgré la rétrocession, Hong Kong continue de cultiver une identité particulière. Derrière ces airs de city londonienne ou de petit New York de l'Asie, c'est une ville chinoise où bat le cœur d'une population venue majoritairement de Canton et de Shanghai. C'est ici qu'on trouve dans certains quartiers la plus forte densité de population de la planète. Il existe malgré tout à Hong Kong de rares oasis de tranquillité comme le Hong Kong Park, construit dans les années 90 en plein centre-ville. Les habitants viennent y faire leur exercice de tai chi, les familles y chercher un moment de calme et un peu de fraîcheur. C'est ici que l'on trouve la Lok Cha Tea House, une institution de Hong Kong prisée des amateurs et des collectionneurs de thé. Wing Chi-ip est le fondateur de la Lok Cha Tea House. Il est bon. Il est considéré comme un des grands noms de la culture du thé. Pour procéder à la cérémonie du thé, que l'on appelle aussi le kung-fu du thé, il faut une petite théière et 3 tasses de bon thé oolong. Si l'on parle du kung-fu du thé en parlant de la cérémonie, c'est qu'elle s'apparente à un art martial. C'est un art composé de règles que l'on doit suivre à la lettre et qui nécessite beaucoup d'entraînement avant d'acquérir un bon niveau. D'abord, il faut chauffer les instruments du thé avec de l'eau chaude et verser l'eau chaude minutieusement et sans s'arrêter. Les verres doivent être tièdes et le couvercle très chaud. Puis, on va mettre le thé. Mais on ne touche jamais le thé avec les mains. C'est la raison pour laquelle j'utilise une cuillère à thé. La cérémonie du thé nécessite un thé parfumé et intense. Aujourd'hui, nous utilisons un thé qui a de très grandes feuilles très parfumées. Maintenant, il faut commencer par verser l'eau chaude sur l'épaule de la théière avant de la verser sur les feuilles. Avec le couvercle, je chasse l'écume. La première fois que l'on verse l'eau chaude dans la théière, c'est pour hydrater les feuilles de thé pour qu'elles puissent commencer à se développer. Ainsi, notre thé sera plein de saveurs et de parfums. Maintenant, on peut servir le premier verre de thé. De la même manière que tout à l'heure, nous allons reverser de l'eau chaude en commençant par l'épaule de la théière. Puis on verse l'eau chaude dans la théière en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Le fait de nettoyer les tasses permet au thé d'avoir le temps d'infuser. Puis nous allons verser le thé dans les tasses
Mais il faut faire attention à ne pas verser de trop haut, car la température peut baisser rapidement. Nous appelons cette étape Gwangon, dieu de la richesse, fait le tour de la ville. Contemplons et savourons maintenant le thé. Une théière permet d'obtenir 3 verres de thé qui représentent les 3 éléments de l'univers: le ciel, la terre et l'homme. Dans chaque verre, vous avez le monde. Avant de boire le thé, nous devons le sentir en faisant de petits mouvements circulaires. Ainsi, vous sentez le parfum du thé qui attire toute votre concentration. La première gorgée doit être petite, afin de contrôler la température pour ne pas se brûler. Elle permet d'enrober notre bouche avec le goût du thé et de réveiller les papilles. Puis, la seconde gorgée va être plus grande. Lorsque l'on boit la deuxième gorgée, il faut la laisser quelques secondes dans notre bouche avant de l'avaler lentement. À ce moment-là, la saveur du thé est à son maximum. Et on peut prendre le temps de le ressentir et de l'apprécier. J'attire votre attention sur la façon de boire le thé. Il faut le boire en douceur, surtout pas comme ça. Sinon, les gens vont se moquer de vous et dire que vous buvez comme un bœuf. Il ne faut pas bouger la tête et soulever le bras, mais juste verser le thé dans la bouche. En 1986, la Chine a ouvert ses frontières. Je suis alors parti en voyage à la rencontre des planteurs de thé. Le fait de les voir planter et récolter le thé a été une véritable révélation pour moi. C'est pourquoi pendant des années, j'ai parcouru les champs de thé à travers tout le pays. Et puis j'ai commencé à ramener du thé pour le partager avec mes amis. Tout le monde a été très surpris par mes trouvailles. Et en 1991, je suis entré dans le métier du thé et j'y suis encore aujourd'hui. Chaque jour, je bois entre 30 et 40 verres de thé. On peut même dire que je ne bois pratiquement que du thé. Et ça m'apporte beaucoup de bienfaits, car je suis persuadé que le thé permet de faire baisser le cholestérol et le diabète. Mais le plus grand plaisir que le thé m'apporte, c'est une vision plus simple, plus humble de la vie. Le thé me permet aussi de partager des sentiments avec les amis que j'aime. Lorsque vous vous asseyez pour boire un verre de thé, vous pouvez vous remémorer les principes simples de la vie. Ainsi, vous vous recentrez sur l'essentiel et l'esprit de compétition avec les autres disparaît. De cette façon, vous allez ressentir une grande satisfaction, une plénitude qui ne vient pas des autres, de l'extérieur. Elle ne vient que de vous-même. Vous pouvez définir ce qui doit être au centre de votre attention et ainsi le partager avec les autres. Tous les jours, je remercie le thé, car il me permet de ressentir tout ça. À 1 heure de taxi du centre de l'île de Hong Kong, sur l'île de Lanto, dans les Nouveaux Territoires, se trouve un des sites majeurs pour les pèlerins bouddhistes.
Alors qu'il n'était qu'un monastère perdu dans la montagne et dans une végétation luxuriante, le monastère Pauline est passé sur le devant de la scène mondiale grâce à l'installation en 93 de l'imposante statue de Tian Tan Bouddha. Au sommet trône ce géant de bronze de plus de 30 mètres. Sa composition a demandé une année de test pour que sa couleur verte résiste à la corrosion. Ses yeux, ses lèvres, sa tête légèrement inclinée et sa main droite levée comme pour bénir ceux qui s'approchent de lui, tout concourt à donner à cette statue massive une indéniable dignité. Siégeant majestueusement, ce Bouddha de bronze est tourné vers le nord pour veiller sur tout le peuple chinois. La ville de Hong Kong et sa région sont célèbres à travers toute la Chine pour le travail du jade, dans lequel ses artisans excellent. Au cœur du quartier de Kowloon, le jade a sa rue, et même son marché, dans lequel on trouve toutes sortes d'objets en jade, du plus kitsch au plus précieux. Sa couleur va du vert sombre à une teinte quasi translucide. Le sinogramme désignant le jade est une contraction des mots beauté et pureté. Dans la culture chinoise, le jade a longtemps été associé à la pérennité et à la bonne santé, faisant de ce matériau prisé un porte-bonheur et un symbole spirituel fort. Rares sont les nouveau-nés qui ne portent pas le bracelet de jade de leur grand-mère. Aujourd'hui, le jade n'est plus extrait en Chine, car les mines ont été vidées au fil des siècles. Mais le jade brut se négocie discrètement dans la rue. Plus sa couleur tire vers le vert, et plus il est précieux. Je suis actuellement en train de polir un cochon. Le plus dur, c'est de polir les yeux, car la surface est minuscule. Si j'utilise le même outil pour polir le corps et les yeux, je risque de fêler la pierre. Je dois donc utiliser des outils plus adaptés à ce genre de travail. Kang Lee a toujours été polisseur de jade. Maintenant, à Hong Kong, il doit rester à peu près une quinzaine de polisseurs de jade. Je les connais tous. Le plus jeune a 45 ans. Petit à petit, ce savoir-faire disparaît de l'île de Hong Kong et s'exporte en Chine intérieure. Pour être polisseur de jade, il faut absolument avoir du sang-froid et être patient.
Dans ce métier, si on est pressé, on est sûr de faire des bêtises. J'ai commencé mon apprentissage en 1964. Mon maître était un ami de mon père. Lorsqu'on était jeune et qu'on voulait apprendre quelque chose, on cherchait par tous les moyens à y arriver. Vous savez, les maîtres, en ces temps-là, ne vous enseignaient pas toutes les choses qu'ils savaient. À l'époque, nous connaissions un vieux maître qui n'habitait pas loin de l'atelier. Du coup, tous les soirs, je l'emmenais dans les marchés de nuit et je lui offrais à manger. Au bout d'un mois, lorsque le vieux maître venait à l'atelier et qu'il me voyait faire mal les choses, il n'hésitait pas à me réprimander. Et moi, j'étais très content de me faire gronder, car c'est comme ça qu'on apprend. Le vert est une couleur douce pour les yeux et elle stimule l'esprit. Si vous voulez mon avis, ce cochon va être acheté par une grand-mère pour sa petite fille ou son petit garçon, car elle souhaite sans doute que cet enfant grandisse en pleine santé, comme un petit cochon tout rondouillard. Lo Shik-Wang est président de l'association hongkongaise du jade. Il veille à maintenir la bonne qualité du jade en vente sur le marché. Aujourd'hui, le jade est une pierre provenant majoritairement de Birmanie. Et on la considère comme appartenant à la famille du jade selon des critères de dureté. Si elle n'est pas assez dure, elle ne peut être qualifiée de pierre de jade. Comme vous pouvez le voir dans ma boutique, le jade peut avoir plusieurs couleurs. Chaque pierre de jade a ses couleurs. La pierre de jade de ce bracelet est plutôt verte. Cette couleur est appréciée par les Chinois. Pour nous, cette belle couleur verte représente la chance. Pour juger la valeur du jade, on regarde d'abord la couleur. Et la couleur verte est la plus rare, donc plus la pierre sera verte et plus elle sera chère. Maintenant, je vais vous emmener voir mes plus belles pièces. Ce qui fait la valeur d'une pièce de jade, ce sont les couleurs et le travail d'artisanat. Ici, le morceau de jade dont est faite cette pièce est déjà d'une excellente qualité et d'une très belle couleur. Le travail que j'ai fait sur ce jade a été particulièrement méticuleux. J'ai sculpté des nénuphars, des poissons rouges et des fleurs de lotus. C'est une création somptueuse. Elle mérite vraiment que je la garde précieusement dans ma réserve. Cela fait plus de 40 ans que j'exerce ce métier. Au début, je n'étais pas vraiment passionné, mais au fur et à mesure, je me suis pris au jeu et j'ai développé une passion pour les trompe-l'œil. Ce petit pain est le premier de ma collection. Ensuite, j'ai travaillé sur toutes sortes de sujets. Et j'ai été très content de sentir l'admiration des gens envers mon travail. C'est ainsi que j'ai persévéré dans mon métier. Ces créations ont été récompensées par de nombreuses médailles d'or.
Cette pièce est un bloc de jade naturel que j'ai transformé grâce à mon savoir-faire. J'en ai fait une pièce nommée « Poitrine de porc croustillante ». Elle apporte la chance à ceux qui l'approchent. La dureté de la pierre est très élevée, donc sa valeur est très importante. Comme vous pouvez le voir, il y a de petits reliefs sur le dessus, comme sur la vraie poitrine de porc. Et les nervures que vous voyez sont naturelles, mais je les ai retravaillées pour que cela ressemble aux détails que l'on peut trouver sur un vrai morceau de viande. Certaines personnes voulaient me racheter cette pièce très chère, mais je n'ai pas accepté. Car j'estime qu'une pièce aussi belle doit rester ici et faire partie de notre trésor national. À une centaine de kilomètres de Shanghai se trouve la ville de Suzhou. En raison de ses nombreux canaux, la légende raconte que Marco Polo l'aurait surnommée la petite Venise de l'Est. Mais ce qui fait la renommée de Suzhou, ce sont ses jardins. Ils sont considérés comme les plus beaux de Chine. 9 de ces jardins ont été classés au patrimoine mondial de l'humanité. Les jardins classiques de Suzhou remontent à la naissance de la ville au XIe siècle. Ils ont été conçus et construits sous l'influence d'un style poétique et spontané, tel qu'on pouvait l'observer dans les peintures de paysages traditionnels. Les maîtres jardiniers de chaque dynastie ont adapté différentes techniques afin d'imiter la nature en utilisant et en adaptant le faible espace disponible. Les jardins classiques de Suzhou sont censés être un microcosme de la nature. Ils mêlent l'eau, les pierres et les plantes. Ces ensembles paysagers composés de constructions, de formations rocheuses, de calligraphie, de meubles et d'éléments décoratifs sont la vitrine des réalisations artistiques les plus abouties de la région orientale du delta du Yangtze. Le jardin de l'humble administrateur renferme la plus belle collection de bonsaïs du pays. L'art du bonsaï a été inventé en Chine. Il signifie « arbre dans un pot ». C'était l'art des élites. Ces arbres miniatures étaient offerts en cadeau. Les jardiniers de Suzhou ont développé leur propre style qui depuis a fait école. Un style que les Chinois appellent « branche d'arbre surplombant une falaise ». Fumin Mao est responsable des bonsaïs du jardin de Suzhou depuis 40 ans.
Il faut couper les branches desséchées qui dépassent. Celui-là n'a pas été taillé depuis des années. Il faut enlever ce qui est fané. Tout ça, c'est déjà mort. Alors je vais retirer l'écorce. Je travaille ici depuis 40 ans déjà. Quand je suis arrivé, beaucoup de ces pins avaient la même taille qu'aujourd'hui. S'ils ne grandissent pas davantage, c'est parce qu'on les a bloqués dans des pots. Mais pourtant, quand on les regarde, ils donnent une vraie impression de grandeur. Celui que je préfère, c'est celui-là, un pin japonais. Il a déjà plus de 70 ans. Le galbe de son tronc paraît très naturel. On n'y devine aucune trace de notre travail. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai un faible pour lui. Il est vraiment très joli. Je l'adore. Il pousse bien. L'année prochaine, on va le rempoter. On va lui donner plus d'espace pour qu'il pousse encore mieux. Cet arbre, on va le déplacer dans nos ateliers pour le retailler. Il est déjà en train de revenir à l'état sauvage. Allons-y. Fais attention de ne pas accrocher les branches. Les branches sont très longues, elles ont déjà une forme d'arbre. Il faut absolument les couper et les empêcher de grandir. Mais il faut aussi conserver l'essence originelle de l'arbre. Ligaturer est une technique fondamentale pour mettre en forme et entretenir les bonsaïs. En enroulant du fil de cuivre autour des branches, il est possible de les plier. Il faudra quelques mois avant qu'elles se stabilisent dans leur nouvelle position. On pourra alors retirer le fil de cuivre. Tu regardes les autres faire et tu finis par y arriver. D'abord, il faut observer la plante sous toutes ses coutures pour déterminer quel côté a besoin d'être taillé. Puis on commence à tailler les couches. Elles doivent toutes être plates. Les branches qui sont à la base doivent tendre vers le soleil. J'ai commencé comme simple fleuriste avant d'arriver ici en 1976. C'est ici que j'ai appris à tailler les bonsaïs. Les fleurs et les bonsaïs ne sont pas si différents. En 1980, j'ai commencé à étudier l'art de tailler les bonsaïs auprès de mon maître. Quand on commence, il faut d'abord apprendre les bases, c'est-à-dire enlever les mauvaises herbes et savoir changer les arbres de peau. C'est une période où on observe discrètement les autres jardiniers pour comprendre leur technique de taille. Quand j'étais apprenti, mon maître ne me disait pas grand-chose. Je n'avais que très rarement le droit de me servir de sécateur. Je ne faisais que les basses besognes. Pour apprendre quelque chose, il fallait observer à la dérobée et intégrer petit à petit les techniques de taille.
Maintenant, on va le fixer. Sinon, il va pousser tout droit et ça ne sera vraiment pas joli. Regardez ce pin japonais. Il a l'air plutôt jeune. Il peut encore vivre quelques décennies, voire un siècle. Quand j'aurai pris ma retraite d'ici quelques années, il sera sans doute encore là pour un bon moment. Vers d'hier et d'aujourd'hui, paysage ou œuvre d'art, la couleur de la fertilité s'impose toujours. Elle dynamise l'âme de la Chine à travers les siècles.